Merci beaucoup. Je pense qu'on va se donner encore une petite dizaine de minutes de questions. Je me permets la première, si vous le voulez bien, notamment au regard de vos deux interventions. Et je trouve que c'est très enthousiasmant, le projet justement qui est proposé. Le doute qui subsiste chez moi, en tout cas, c'est est-ce que c'est suffisant pour redonner l'envie de l'emploi industriel aux salariés, enfin, je veux dire aux travailleurs. C'est-à-dire que est-ce que le fait de remettre des usines à certains endroits, voire même potentiellement avec des logements associés, et encore ça on l'a vu à Dunkerque, c'est même pas forcément déjà facile à faire. Est-ce que c'est une offre d'emploi, une proposition de vie qui est suffisante pour attirer aujourd'hui les jeunes, alors qu'on voit qu'il y a de plus en plus de freelance, que la question du cadre de vie est maintenant quasiment une des priorités chez les jeunes, que tous s'imaginent avoir plusieurs, voire des dizaines d'emplois, changent d'emploi tous les ans et ont envie d'avoir des parcours très pluriels et potentiellement même de pouvoir changer rapidement. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose à reconstruire de ce côté-là parce que j'entends la question plutôt structurelle, infrastructurelle, et du côté un peu presque métaphysique. Est-ce que sur cette réindustrialisation, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une très bonne question. Alors, la première chose, je pense qu'il faut démystifier, c'est que l'industrie souffre d'un déficit d'attractivité, mais on voit que globalement, aujourd'hui, toutes les entreprises en France ont quand même des difficultés de recrutement et que ce n'est pas propre à l'industrie et qu'on a parfois une inadéquation entre, si on regarde ces territoires très industriels, entre le niveau de chômage, la recherche, le nombre de postes industriels ouverts et ce que les gens recherchent sur le territoire. Alors, je vais pas, c'est un problème extrêmement complexe, donc je ne vais pas le résoudre dans 2 secondes, mais déjà, c'est expliquer que c'est pas l'industrie n'a pas l'apanage du problème d'attractivité. La deuxième chose, je pense que c'est démystifier ce que sont les métiers de l'industrie. Oui, il y a des métiers pénibles dans l'industrie, physiques, en atmosphère contrôlée, difficiles, mais ce n'est pas qu'en industrie que vous avez des métiers pénibles. Vous avez des métiers difficiles à peu près dans tous les segments de la société. Enfin, une fois que j'ai dit ça, il y a des défis qui se posent à l'industrie, c'est-à-dire que je pense qu'on peut avoir une pluralité de parcours et d'expérience dans l'industrie. C'est pas parce que vous commencez dans un secteur que vous allez y rester toute votre vie. Vous pouvez évoluer d'un secteur à l'autre. Rien ne vous empêche de travailler dans l'industrie, puis d'aller dans les services, puis il ne faut pas se mettre d'interdit. On a en effet plusieurs vies dans une vie et l'industrie peut permettre cette souplesse. L'autre chose, c'est qu'il y a le débat de l'organisation du travail, la question du temps de travail, la question de la flexibilité, qui sont des débats qui sont assez peu posés aujourd'hui dans l'industrie, parce que le fait, notamment quand vous avez des industries de procédés, d'avoir besoin de gens qui sont là en permanence sur les postes de travail, rend complexe cette question, mais l'industrie va devoir s'emparer du sujet comme les autres secteurs. Et puis après, il y a plein d'autres questions qui se posent, c'est la qualité de vie au travail et autres. Et il y a une dernière chose que je voudrais dire, parce que j'ai eu quelques entretiens récemment avec une question qui est revenue plusieurs fois et qui m'a choquée, qui en dit assez long sur notre société. C'est que quelqu'un m'a dit, mais réindustrialiser, c'est faire revenir des ouvriers en France. J'aimerais qu'on casse un peu cette image de ce qu'est un ouvrier et de ce que c'est. Ça peut être des gens extrêmement qualifiés, très bien payés. C'est pas parce que notre société fait une focalisation sur le fait d'être cadre ou de réussir à l'agrégation que être ouvrier est fondamentalement quelque chose qui doit être considéré comme bas de gamme. C'est faux, donc on doit vraiment travailler sur la représentation qu'on a des catégories socio-professionnelles, la représentation qu'on a aussi des métiers manuels ou avec une composante manuelle peut-être plus importante que quand vous êtes cadre dans un cabinet de conseil. Et la dernière chose derrière ça, c'est que je ne vois pas en quoi, en termes de représentation, il est plus honteux d'avoir une catégorie d'ouvriers, malgré, après il y a toutes les représentations, toute l'histoire française, etc. Donc je simplifie un peu un débat qui a 200 ans d'histoire, par rapport à de nouveaux métiers qui émergent, qui ne sont pas du tout structurés, qui ne sont pas organisés, sur lesquels vous n'avez pas de représentation collective, vous êtes encore plus seul face
à la non-reconnaissance de la société, en plus d'être totalement invisibilisés dans la société et non reconnus par vos pairs, alors que vous leur rendez le service de ne pas descendre au bas de leur immeuble pour acheter un truc parce qu'ils ont la flemme. Donc tout ça pour dire que oui, il y a des débats qui se posent sur l'industrie, qu'il faut démystifier ce que c'est, que derrière, on crée aussi de l'emploi dans des territoires avec des gens qui ont été parfois contraints de partir et qui peuvent être contents de revenir, et que je vous engage tous à aller faire des tours dans des usines avec des gens qui y travaillent, parce que qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, je ressens des gens qui ont une énorme fierté de présenter ce qu'ils font, y compris quand ils sont dans des industries qu'on a tendance à disqualifier. Donc la réponse, elle est trouver l'équilibre entre ce à quoi aspirent les nouvelles générations, ce à quoi l'industrie peut répondre, et puis la contribution qu'on a quand on est dans l'industrie, aussi à répondre à des problématiques de société, telles que des réponses techniques au réchauffement climatique. Oui, enfin, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Anaïs, mais je voulais juste compléter. Dans certains territoires justement industriels, plutôt ruraux ou vraiment périmétropolitains, on a aussi des problématiques de sous-emploi féminin ou aussi de ce que des sociologues ont appelé ces jeunes qui restent et qui ne partent pas. Donc là, je pense qu'il y a aussi évidemment tout un travail à faire parce qu'il y a un vivier. Ça veut dire aussi de personnes potentiellement employables par l'industrie dans des conditions qui sont largement meilleures que plein d'autres emplois, comme le disait Anaïs. Et donc il y a aussi des représentations à changer par rapport aussi à cet emploi qui peut être un emploi féminin, alors que dans certaines industries c'est un emploi féminin, mais dans la plupart, de façon transverse dans l'industrie, c'était des emplois masculins. Donc il y a quand même des sources aussi, voilà, de levier. Et puis l'autre chose aussi qui est intéressante quand on travaille à l'échelle fine des territoires et que l'on voit comment aujourd'hui ces industries participent de ce gain d'attractivité pour certains territoires. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que face aux problématiques alors de mobilité, il y a des plateformes évidemment de covoiturage portées par les entreprises, des problématiques d'aménagement de l'espace, d'accès, etc., des problématiques de crèche, des problématiques de logement. Aujourd'hui, il y a plein de territoires dans lesquels en fait, ce sont ces entreprises, c'est cette industrie qui a besoin de se développer, qui finalement accompagne la collectivité et finance un certain nombre de choses qui sont peut-être du registre du service public, mais qui là passe dans le domaine en tout cas d'une co-construction avec le territoire pour répondre aux services de la population, afin eux de pouvoir attirer des ressources humaines. Donc on voit plein de choses aussi, de modèles qui s'inventent, de partenariats entre ces industriels et les territoires pour répondre en partie aux besoins des populations dans leur quotidien, quoi. Et donc être attractif et donc faire venir aussi des travailleurs. Et là en ce moment, on lance un dispositif sur un territoire très industriel qui est le territoire de Bressuire, dans le Choletais, très, très connu, un des classiques dans les études industrielles en France. Et le directeur de la Maison de l'Emploi me racontait qu'ils ont une nouvelle problématique, c'est-à-dire que par exemple l'industrie agroalimentaire fait énormément appel apparemment à une main-d'œuvre également migrante, donc qui arrive de l'étranger, qui arrive pour travailler donc dans ces espaces ruraux, dans l'industrie agroalimentaire, et eux, ils sont en train de travailler sur des nouveaux formats de formation, d'accompagnement, pour aussi faire monter en compétence ces travailleurs qui arrivent et pouvoir les amener aussi à être finalement employables dans d'autres secteurs industriels. Donc on voit aussi que voilà, les opérateurs de ces métiers, les gens en première ligne dans les territoires, essayent d'inventer aussi des dispositifs pour répondre à cette question de la désirabilité de l'emploi industriel. Pour compléter, on pourrait dire qu'il n'y a pas plus de problèmes d'attractivité dans l'industrie que dans tous les autres métiers. Ça a été dit. La différence, c'est que les métiers de l'industrie, d'abord, sont des métiers très qualifiés. Et donc, d'abord, c'est la maîtrise de l'outil, donc la machine, qui souvent est maintenant numérique. Donc, la maîtrise de la matière. Donc, il y a d'abord une sensation de maîtrise. Et je crois beaucoup de ceux qui connaissent l'organisation du travail dans l'industrie disent que dans chaque ouvrier, il y a un ingénieur, parce qu'il y a le génie de adapter la machine en permanence aux besoins
du travail de la matière. Et c'est là l'esprit de la fierté, de la maîtrise de sa propre vie, finalement, par sa qualification. Et je répète toujours que les ingénieurs en France, en immense majorité, sortent des cours du soir et des techniciens, des métiers de techniciens et d'ouvriers. C'est de la promotion interne. Donc ça existe. Et cette promotion par le travail, par la qualification, par la maîtrise de son geste, de son art, de son métier, est l'histoire du monde ouvrier. Ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu une perte de visibilité et de soutien, de reconnaissance de la société qui est en train de changer. Ça a été dit par ces dames. Donc notre sujet maintenant, en fait, les salaires, ils sont au rendez-vous, c'est des très bons salaires. Quand vous êtes ouvrier à Vendôme à 3 000 € parce que vous faites de l'emboutissage à chaud, je peux vous dire que c'est une fierté. Puis vous maîtrisez une matière, vous voyez des objets extraordinaires qui sortent des ateliers. Ce sont des équipes donc, avec des postes qui évoluent et qui tournent, c'est-à-dire que vous changez toujours. Ce n'est pas des tâches répétitives. Alors évidemment, l'agroalimentaire est un cas un peu spécial, d'abord parce que les marges ont été écrasées par la grande distribution. Donc, ils ont étrillé les agriculteurs qui travaillaient, mais ils ont aussi pesé sur les salaires des ouvriers. Et c'est une des raisons, avec l'augmentation des cadences et de la productivité, dans lequel, d'ailleurs, les 35 heures ont joué un rôle extrêmement dur dans ces usines de l'agroalimentaire, parce qu'il a fallu compenser. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de migrants qui acceptent des salaires bas pour un travail dur. Mais dans l'industrie, j'allais dire, de base, qui est en train de se remonter, vous avez quand même une gratification qui est croissante. Donc je ne crois pas qu'il y aura des problèmes j'allais dire d'embauche et à l'embauche. Et il y a aujourd'hui un mouvement de reconnaissance de la société qu'il faut saluer. On a une question, je crois, juste ici. Oui, Vincent Fouchier, je suis actuellement à Aix-Marseille, mais alors je ne pouvais pas m'empêcher, puisque vous scandez la Datar. Je pense être un des seuls de la salle à avoir travaillé à la Datar. Quand elle s'appelait encore Datar, j'ai l'impression d'être un dinosaure, pourtant je ne me sens pas si vieux que ça. Vous êtes un homme d'avenir, monsieur. Mais j'y crois. Et alors, double sens, et c'est pour ça aussi que j'interviens, c'est qu'à cette époque-là, c'est pas si longtemps, c'était au début des années 2000, on m'a donné une feuille blanche sur les métropoles. Et la question qui était posée, c'était Raffarin qui était à l'époque le Premier ministre, c'était mais ça fait 40 ans qu'on n'a pas repensé nos politiques de métropole, c'était les métropoles d'équilibre, grande époque de l'industrialisation, de poser des objets industriels partout en France, et pendant 40 ans, il n'y a plus de réflexion sur les métropoles. Et le mot métropolisation, à l'époque, était totalement banni. C'était quelque chose qu'on ne maîtrise pas, quelque chose de mauvais. Donc il a fallu construire quelque chose d'un peu plus, d'abord plus éclairé, plus argumenté, pour faire passer l'idée que les métropoles, elles sont utiles au pays. On a fait le benchmark. On aurait pu avoir différents prestataires pour le faire, mais là, on a pris les académiques, on a fait des trucs un peu sérieux, on a vu nos forces, nos faiblesses, et on est parti sur quelque chose qui était globalement des politiques transversales sur les métropoles. Le mot industrie n'était pas encore complètement dans le giron, et la question qui a été posée, et c'est ce que les académiques nous ont montré, c'est que les métropoles, elles étaient en avance depuis les années 50, avec des calculs extrêmement intéressants qui avaient été faits par Fabien Paulus et Ludovic Albert à l'époque, certains peut-être s'en rappellent, où on montrait que les métropoles étaient en avance sur toutes les mutations économiques de l'ensemble du pays, 10 à 15 ans, et la métropole parisienne d'abord, les métropoles de 500 000 habitants ensuite, etc. Et donc on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire pour aussi booster les métropoles qui n'étaient pas gouvernées à l'échelle de ce que sont les aires métropolitaines, qui n'étaient pas pensées comme des projets métropolitains. Et de là se sont amorcés ce que sont devenues les institutions métropolitaines et les démarches intercommunales à cette échelle-là. Mais ça prend beaucoup de temps et les questions elles se renouvellent. Et là, franchement, l'interpellation par un politique d'un désir d'aménagement du territoire, on ne peut qu'applaudir dès demain. Il y a beaucoup de questions qu'on traite depuis ce matin et qu'on va encore traiter demain qui mériteraient une politique d'aménagement du territoire complètement refondue. Il ne s'agit pas de refaire ni la Datar en vrai, ni les politiques d'antan. Il faut adapter à des enjeux d'aujourd'hui des réponses totalement nouvelles sur lesquelles on navigue à vue et où le caractère
transdisciplinaires, j'allais dire, sur le plan professionnel et interministériels sur le plan gouvernemental sont nécessaires. On a pu penser à un moment donné que la planification écologique allait amorcer ça, elle a peut-être fait, mais c'est resté encore un tout petit peu discret. Mais on mériterait, je pense, sur l'ensemble des sujets qu'on traite ici et dans nos villes, dans nos territoires, de renforcer très nettement l'interministérialité, la transversalité et l'impulsion d'ingénierie nouvelle. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites, monsieur. Merci de votre témoignage. Quand on se penche sur la question de la planification, qui est un sujet très, très important, on se dit qu'on a besoin d'un système politique qui fonctionne pour construire des compromis. La planification, ce n'est pas 3 types dans un bureau qui disent « voilà le bien pour le pays ». C'est un processus de construction collective, où chacun est porté à adhérer. Quand je dis chacun, surtout c'est les territoires. Donc faire la planification territoriale sans les territoires, ça me paraît difficile, même s'il y a un moment, j'ai été président d'un département, il y a un moment, on arrête la discussion et il y a un gars qui dit « bon, bah, ce sera comme ça, je prends mes responsabilités, vous êtes pour, vous êtes contre, on vote. » Tac. Ça, c'est obligatoire. Mais avant, on essaie d'infléchir les positions des uns et des autres. Donc on n'a plus en France, mais c'est un phénomène de tous les pays occidentaux, on n'a plus de système politique capable de fabriquer des compromis. On a des systèmes politiques qui fabriquent des décisions, ça, à flux continu. Des décisions stupides, absurdes, parfois formidables, bref, chacun jugera, mais c'est des décisions qui viennent d'on ne sait où, qui sont fabriquées sous forme de normes et qui s'abattent comme la misère sur le bas clergé breton. Hein, et chacun se débrouille avec. Donc on a un sujet, c'est qu'on n'a plus de système politique pour fabriquer un compromis, et c'est justement le problème de la conciliation des contraires. L'arbitrage écologie-agriculture, qui va le faire? L'arbitrage industrie-territoire. Je me suis permis d'esquisser le sujet seulement. Il est à construire. Il y a des gens qui pensent ça. Tous ces arbitrages, où est l'instance d'arbitrage? Où est l'arbitre? Qui? Quoi? Comment on fait? D'ailleurs, vous-même, vous demandez de la décision. Tout le monde demande de la décision. Et les décisions, elles viennent de partout. Quand vous ouvrez maintenant la page des journaux, qu'il y a des inaugurations d'équipements locaux, vous avez 5 gars qui ont tout fait. Le département, l'intercommunalité, la région, l'État, l'Europe. Bon, plus personne n'y comprend rien. Et les élus locaux sont des chasseurs de subventions. Et en position d'irresponsabilité, puisque les dépenses n'ont plus de rapport avec leurs recettes, puisqu'ils n'ont plus de recettes. Donc on est là arrivé au bout de ce système, où il n'y a plus de système décisionnel en France, en bas comme en haut. Et je ne vous parle pas de la prise de pouvoir de l'Union européenne. Quand je dis de l'Union européenne, celle à laquelle nous participons, bien sûr, qui est une prise de pouvoir qui s'appuie sur une illégitimité totale. Hein, les directives sont fabriquées dans le trilogue. C'est impensable que nous acceptions que 60% de nos lois soient fabriquées de cette manière, avec un Parlement qui les laisse passer. C'est des séances de passage à niveau, qui est pour, qui est contre, qui est pour, qui est contre, et ça passe. Et après, on se retrouve avec des normes délirantes qui affectent tous les secteurs de l'activité humaine. Donc voilà, donc la question de la reconstruction du système politique est maintenant posée. Si je peux juste ajouter une dernière phrase, tu m'autorises, Lélie? Oui. Quand même, sur ce tableau un peu noir, je mettrais un peu d'espoir. En fait, il y a des décisions, il y en a beaucoup, des vraies décisions. Toutes les cartes que j'ai fabriquées en introduction à ce débat sont des cartes de décision. Je prends par exemple la carte des prix de l'immobilier, vous avez vu. Quelqu'un qui achète un bien et qui s'endette sur 20 ans, 25 ans en choisissant un lieu, donc il fait un pari sur un emploi, un avenir, il stabilise sa famille, son projet familial, son projet de vie quelque part. C'est l'une des décisions les plus importantes qu'il peut faire dans sa vie. La carte des prix de l'immobilier est une carte de milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de décisions qui sont prises chaque année par des individus réels, français, vivant sur le territoire français, que nous ne regardons pas
Et donc, je reviens à mon introduction de ce matin sur la ville organique. Moi, quand j'entends « on refait la data », je vois le XXe siècle qui est encore là et qui a encore sa vision standardisée des 333 arrondissements français, des 100 préfectures, des 100 départements, et qui ne veut pas regarder le futur qui est aujourd'hui informel, c'est-à-dire qu'en fait, la somme des décisions individuelles qu'on voit sur ce pays, les décisions des entrepreneurs, j'ai montré la carte, ça ne me paraît pas homogène en France. Les décisions des ménages, j'ai montré la carte des prix de l'immobilier, ça ne me paraît pas homogène en France. Les décisions, ce ne sont que des cartes de décision de terrain, par des gens qui jouent leur vie. Les entrepreneurs jouent la vie économique de leur entreprise. Les ménages jouent la vie de leur foyer. Quand des ménages sont prêts à faire des sacrifices, à aller payer 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros du mètre carré pour décider d'aller vivre quelque part, ce sont des décisions mais hyper importante, significative. On ne peut pas balayer d'un revers de main et de dire comme ça, bon, cette carte, elle est intéressante, mais elle est un peu déséquilibrée quand même. Il fait trop chaud ici, il fait trop froid ici. Pourquoi est-ce que la data ne remet pas une espèce de climatiseur sur cette chaleur territoriale qu'on observe? Je suis désolé, le futur, ce n'est pas la data, c'est peut-être une data organique. Le futur, il est informel aujourd'hui et il est dans les décisions des acteurs. Nous sommes des métiers d'aménagement du territoire, des urbanistes, et on est encore en train de se faire des schémas politiques ou techniques où nous refusons de regarder les décisions réelles que prennent les acteurs sur les terrains. Et ces décisions, on a les datas, elles sont sur des cartes, et on est en train de s'imaginer des schémas qui ne veulent pas prendre en considération ce qu'on voit tous les jours sur le terrain. Et donc, je suis désolé, moi j'ai pris ce matin comme citation un peu inspirante, celle qui est ma favorite en ce moment, de René Char, qui dit « L'homme est capable de faire plus que ce qu'il est capable d'imaginer ». Donc moi, une data qui imagine un schéma et ensuite qui l'implémente, et si ce schéma est indépendant des décisions réelles que l'on voit partout sur le territoire, ça ne m'intéresse pas. C'est un schéma du passé. Les Français, les individus, même des autres pays européens et des pays du monde aujourd'hui, ne sont pas les individus d'il y a 100 ans. Ils recherchent un cadre de vie, ils ont décidé eux-mêmes les cadres de vie qu'ils trouvaient les bons pour eux et pour leur famille. Et ce n'est pas une datar qui refuse de regarder la carte des prix de l'immobilier, et ce n'est pas des visions anciennes qui voient les choses de façon homogène, qui ne voient plus de géographie. En fait, on se retrouve à distribuer un petit peu des paillettes. Je ne vois pas comment le futur qu'on observe aujourd'hui, et pas qu'en France, en Europe, je veux dire, il y a des disparités extraordinaires de croissance démographique partout en Europe, et on va remettre un schéma d'équité, d'égalité un peu factice, qui ne prend pas en compte ni le relief, ni la température, ni les choix d'acteurs qui sont faits pour s'implanter quelque part, et on se reprend un schéma théorique, et on croit que comme ça, on ne va pas faire d'effet rebond, on ne va pas se planter. C'est quoi le signe d'un schéma qui ne se plante pas? Et le signe d'un schéma qui... Enfin, je veux dire... je pense qu'il y a des décisions tous les jours. Effectivement, les décisions politiques, elles sont compliquées, mais les décisions, par contre, des acteurs sur le terrain, elles sont réelles. Et c'est des gens qui ont, comme dit Nassim Taleb, le skin in the game, c'est-à-dire que c'est des gens qui jouent leur vie. Les foyers jouent leur vie, ils jouent l'avenir de leur foyer, les entreprises également. Les décisions des entreprises sont hyper significatives. C'est une conclusion qui appelle réponse, effectivement. Je suis désolée, bien non, sûr. Merci. Alors, et pourquoi on n'imaginerait pas une datar intelligente? Parce que, je vais vous dire, toute forme de... Il y a quelqu'un qui a dit l'ANCT dans la salle, hein, je me permets. Il y a quelqu'un qui a dit l'ANCT en parlant de la data intelligente. C'est pour ajouter du débat encore. Non, mais c'est un super débat, parce que, en fait, les entreprises... Les décisions que jouent leur vie, ça c'est d'ailleurs très bien dit, c'est le marché. C'est le marché. C'est les communes, les 36 000 communes. Pourquoi c'est le marché? C'est des décisions de marché privées. Bon. Ce sont des citoyens. C'est le marché. Quelqu'un qui vient avec ses enfants. Non, mais c'est pas mal, c'est bien. Pourquoi c'est un marché? Mais parce que c'est un marché privé. Voilà, c'est un citoyen. Mais non, mais c'est un marché. Enfin, je veux dire, c'est un marché d'offres et de demandes. Mais les communes, les 36 000 communes. Pourquoi? Le débat ne peut pas commencer à 20h, hein, je vous préviens, parce qu'il y a des gens qui ont envie d'aller boire un coup. Excusez-moi, j'ai attendu 2 heures avant de pouvoir commencer à discuter. Donc,
Excusez-moi, à vous. vous allez attendre un petit peu. Non, non, non. Alors crois que attendez, je termine. Le repas est servi. Non mais ok, je termine ma phrase, si c'est possible. Bon, donc, vous m'invitez, je vous donne mon point de vue. Voilà, ça n'a aucune conséquence. Je ne représente que moi-même et je ne prétends pas avoir plus qu'une conviction individuelle. Donc, les décisions prises par des entreprises et des citoyens qui sont fort honorables et parfaitement justifiées, parce que nous sommes dans un pays de liberté, ça forme un marché avec une offre et une demande, avec tous les problèmes que ça pose. Ça a été dit quand vous avez vous-même parlé d'Arcachon. Les communes, elles sont 36 000. C'est 36 000 décisions. Alors, je veux bien que les élus ne jouent pas leur vie quand ils jouent la carte du territoire, de leur territoire. Ils ne jouent pas leur vie, ils ne jouent peut-être même pas leur élection. Bref, ils sont branchés sur autre chose qu'un marché et leur vie. Ils sont branchés sur ce qu'ils croient être l'intérêt local du futur. Et là, on a une carte qui ne marche pas. Bon, donc, soit on laisse faire, puis on se débrouille. Ça peut être ça, la France du 21e siècle, sans datar, sans rien, sans politique, avec des élus bloqués, avec des écologistes partout qui veulent rien, enfin, etc. Moi, je ne sais pas, c'est peut-être ça, la France bloquée, avec des normes venues d'Europe, et chacun prendra son affaire en main, son destin, se débrouillera dans son coin. Soit, il y a un petit collectif quelque part qui dit, bon, il ne s'agit pas d'ailleurs dans le pays de l'égalité, liberté, égalité, fraternité, de dire on met la toise. Une datar intelligente, c'est, je me permets d'avoir fait une proposition, je pense qu'elle aura un certain succès dans d'autres cénacles dans quelques temps, c'est la question comment on réindustrialise en trouvant 20 000 hectares. C'est simple, soit c'est le marché, et c'est la spéculation, et on ne fera pas de réindustrialisation parce que ça va coûter trop cher le foncier, et on ne peut pas mettre dans le bilan des boîtes du foncier parce qu'elles ne peuvent pas supporter ça, elles ont déjà assez apporté par ailleurs. En conséquence de quoi, il va falloir que l'État dise qui est candidat. Et il y a des communes qui vont jouer leur vie, qui vont dire « moi ». Et c'est tout aussi honorable que la décision du cadre sup ou de l'entrepreneur lui-même qui va dire tiens, je vais aller là où l'élu a trouvé que c'était bien que j'aille. Et il va y avoir des rencontres qui vont se faire entre l'intérêt général et les intérêts privés. Et je pense qu'on peut trouver un équilibre, c'est ce que j'appellerais la data intelligence pour faire la synthèse entre le passé que nous représentons, cher monsieur l'homme d'avenir, et vous qui pensez que le retour en arrière serait néfaste. Je pense qu'on peut penser le futur en tirant les leçons du passé et en voyant les impérities du présent. C'était ma conclusion. Xavier, tu veux le mot de la fin? Ou Magali? Non, mais c'était... Oui, non, mais moi, je trouve que l'intervention d'Arnaud Montebourg est tout à fait juste. C'est-à-dire que c'est le retour à une place, enfin, c'est pas le retour, c'est le besoin d'une politique d'aménagement du territoire ne veut pas forcément dire homogénéisation, retour. Mais je veux dire, en ce moment, il n'y a pas de politique d'aménagement du territoire. Il y a une entrée catégorielle sur les questions. On donne un peu aux petites villes, un peu aux villes moyennes, un peu maintenant aux villages, et puis demain aux hameaux. Mais ça, c'est pas une politique d'aménagement du territoire. Et face aux enjeux que l'on a à traiter d'industrialisation, de planification écologique, etc., on a besoin quand même d'aménagement. Mais ça ne veut pas dire une homogénéité, ça ne veut pas dire on prend ici pour mettre là, on contraint. De toute façon, on n'arrive pas à contraindre les populations à vivre là où elles ne veulent pas vivre, pour celles qui ont les moyens. Parce que dans le schéma que tu défendais, où laissons faire et laissons aller les individus où ils veulent, mais ça, c'est pour ceux qui ont le choix. Parce que l'intervention de la politique, c'est pour tous ceux qui n'ont pas le choix. Ou c'est pour, peut-être, dans le bassin d'Arcachon, dire on a besoin de densifier les terrains de 1500 mètres carrés. Et pour ça, on a besoin de la politique et de la décision. Ça ne peut pas être que le laisser faire. Donc c'est vrai que... Enfin bref, c'était l'intervention, mais j'étais assez d'accord. Pourquoi est-ce qu'on n'offrirait pas aux acteurs qui vont être les forces vives de la réindustrialisation ce que les personnes aisées en France se permettent de prendre? Oui, c'est de la politique, mais ce que je veux dire, c'est que naturellement, on dit le foncier est un peu cher côte ouest. Les usines, en fait, on va les mettre un peu dans le rétro, ce sera moins cher et ça leur ira très bien. En fait, pourquoi? Ça, c'est une question politique. Honnêtement, c'est vraiment pas ce qui est dit. Déjà, il y a une logique de réflexion sur la disponibilité du foncier. Je pense que si vous avez expliqué aux gens de bassin d'Arcachon que vous allez défoncer la biodiversité pour planter des usines parce qu'il y a des gens qui ont envie d'aller habiter là, ça va pas aller. Et maintenant, il y a un principe de réalité, c'est que la planète elle est en train de cramer.
Et que la logique qu'on se pose derrière, c'est comment est-ce qu'on arrive à concilier les intérêts individuels avec l'intérêt collectif qui est supérieur, c'est celui de la sauvegarde de notre environnement. Et donc, moi, je veux bien entendre... Je veux bien entendre les intérêts individuels, les choix de tous. Il y a un truc en économie... Alors, Xavier Magali n'est pas économiste. C'est la question des biens positionnels. C'est pas parce que tout le monde a envie d'aller habiter en face de la mer que c'est techniquement possible. Donc à un moment, le jeu se fait naturellement. Vous n'accédez pas toujours aux biens auxquels vous aspirez. Et donc, quand on parle de réflexion d'aménagement du territoire, c'est prendre en considération d'autres choses que des intérêts individuels. Et donc, il y a un principe de réalité, c'est qu'il y a aussi plein de choses qu'on va interdire demain, notamment tout ce qui va être artificialisation des côtes, tout ça, parce que ce n'est pas soutenable d'un point de vue environnemental. Et la question de l'intérêt collectif doit aujourd'hui primer sur les intérêts individuels. Alors, moi, je vais défendre l'intérêt collectif, qui est celui de tenir le tempo. Et du coup, je vais vous inviter à continuer ce débat. Et d'ailleurs, David, tu voulais du débat, donc je pense que tu es quand même content de cette discussion. Je vais me permettre de remercier extrêmement chaleureusement nos intervenants. Merci beaucoup pour votre temps et pour vos propos.